Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui quelque chose qu'effectivement nous sommes en train de structurer depuis pas si longtemps que ça aux HCL, une direction de l'innovation. Et comme mes collègues sur le partenariat patient, c'est vrai que nous sommes très nourris des échanges qu'on peut avoir avec tous nos partenaires, mais notamment l'exemple de nos collègues de Montréal a été particulièrement inspirant. Et donc, c'est pour ça que ça a d'autant plus de sens de venir faire un retour d'expérience ici. Alors, pour pouvoir structurer la direction de l'innovation aux HCL, déjà, je précise que de tous les CHU français, nous sommes pour l'instant le seul à avoir choisi la structuration en tant que direction de l'innovation séparée. Et donc, pour pouvoir faire ce pas, au départ, il a fallu qu'on se pose la question toute simple de savoir mais, quelle était notre définition de l'innovation pour réussir à fédérer et faire comprendre en quoi est-ce que ça pouvait et ça nécessitait d'être traité peut-être de façon un petit peu différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, dans notre acceptation, on est assez simple. On considère qu'une innovation, c'est une invention qui a trouvé son marché. Donc, l'invention, on se situe plutôt au début du continuum, au niveau de l'idée, du concept. Il faut réussir à intervenir au moment de cette invention pour éventuellement la tester ou la protéger. Mais en soi, beaucoup d'inventions ne parviendront jamais jusqu'à trouver leur marché, ne deviendront jamais des innovations. Et donc, on va passer par un continuum qui, de l'invention, va dans une série d'étapes de recherche pour prouver la faisabilité, l'efficacité clinique, médico-économique et qui nous amène jusqu'au marché. Et on voit que, du coup, il y a des interactions indispensables avec la recherche, mais qu'on est quand même sur des étapes un peu différentes et des concepts un peu différents. Et pour se poser la question de savoir si quelque chose est innovant aux HCL, là aussi, on a essayé d'être simple mais robuste. On se pose toujours 3 questions qui sont cumulatives. Pour que ce soit une innovation, il faut qu'il y ait un caractère inventif, que ce soit nouveau, alors que ce soit une invention, que ce soit de rupture ou que ce soit incrémental. En tout cas, il faut qu'il y ait une dimension nouvelle. Ça peut aussi être le repositionnement de quelque chose qui existe déjà, mais à un nouveau, une nouvelle population ou dans une nouvelle indication. Il faut que ça rencontre un besoin non couvert. Alors ça, c'est très important parce que tout ce qui est nouveau n'est pas innovant. On passe la journée, si on regarde des publicités, à nous faire croire que parce que c'est nouveau, on en a besoin. On n'en a pas besoin. Ça, c'est du marketing, mais ce n'est pas de l'innovation. Donc, il faut qualifier le besoin. Combien de personnes? Beaucoup, pas beaucoup, souvent, pas souvent, euh, indispensable ou pas. Et puis surtout, il faut que ce soit nouveau, il faut que ça couvre un besoin non couvert, mais il faut que ça fasse mieux. Il faut qu'on arrive à déterminer en quoi ça va transformer, créer de la valeur, que ce soit de la valeur économique ou non. Et donc, il faut qu'on soit capable de prouver, d'évaluer, parce que parfois, on a des choses nouvelles qui répondent à un besoin non couvert, mais quand on teste, ça fait pas mieux, ça fait même pire. Donc ça, c'est pas une innovation non plus. Alors, on le voit, c'est basique, mais c'est ce qui est le fondement pour savoir comment se structurer et pourquoi aux HCL, on a fait de l'innovation un levier, une ambition à la fois stratégique et managériale. Alors, stratégique, comme tous les établissements, on souhaite que les HCL soient reconnus dans leur environnement local, national, voire international, comme un établissement où on peut avoir accès à des traitements, à des solutions, à des modes managériaux innovants, euh, et ceci au bénéfice de nos professionnels et de nos patients. Mais on a fait aussi et avant tout une ambition managériale. On est vraiment persuadé que euh, ça peut être un moteur de motivation et d'attractivité pour nos professionnels. On pense que lorsque on donne l'opportunité à nos professionnels de travailler dans un hôpital où l'innovation est soutenue, ça peut faire la différence par rapport à d'autres établissements où en fait on leur demande surtout de s'impliquer dans des projets plus classiques de soins. Et que ça va diffuser une culture de l'innovation, des valeurs, de plus d'horizontalité, de droit à l'échec, d'itération rapide, en circuit court, de travail pluridisciplinaire qui peuvent être de nature à motiver, attirer et fidéliser les professionnels. Donc, on voit bien que avec la définition que j'ai donnée et puis l'ambition très large, dans un CHU, par nature, on trouve de l'innovation sous énormément de formes. Traditionnellement, on connaît bien l'innovation scientifique, technologique, médicale, et aux HCL, c'était plutôt tout ce qui était lié aux dispositifs médicaux.
stériles, non stériles, les équipements, ça c'était déjà très bien structuré. Mais il y a aussi l'innovation numérique et intelligence artificielle qui souvent est portée par d'autres acteurs dans un établissement de santé, l'innovation en impression 3D, l'innovation organisationnelle et managériale. Le message qu'on veut faire passer, si c'est un levier managérial, alors c'est pour les 24 000 professionnels. Ce n'est pas que pour les chercheurs universitaires médecins qui sont déjà très impliqués dans l'innovation parce qu'ils sont impliqués dans la recherche. L'innovation, si elle est sous toutes ses formes et que c'est quelque chose de niveau qui répond aux besoins et qui améliore la vie, alors c'est potentiellement pour toutes les catégories professionnelles dans tous les domaines et l'innovation sous toutes ses formes. Alors, fort de ça, on s'est dit, bon, comment structurer un plan de soutien à l'innovation? L'innovation, on en faisait déjà avant aux HCL, mais comment est-ce qu'on fait passer ces messages d'une ouverture beaucoup plus vaste et d'un soutien à l'innovation à part entière et pas seulement lié à la recherche technologique et médicale? Donc, d'une part, on a créé cette direction de l'innovation, alors qui n'innove pas à la place des autres, on est deux. Donc, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Mais nous, on est là comme guichet d'entrée, comme fédérateur, comme facilitateur. On a une petite burette d'huile et puis on connaît notre environnement. Et on est là comme guichet unique et permanent, un guichet interne pour cartographier ce qui se passe chez nous, être un point d'entrée pour n'importe lequel des 24 000 professionnels qui auraient une envie, une idée, qu'elle soit très aboutie ou pas encore, pour aider à créer autour de ce professionnel l'équipe, la coalition, l'équipe projet qui va pouvoir faire avancer le projet. Et on joue ce rôle également de guichet unique pour l'externe qui parfois se retrouve face à un mastodonte comme les HCL, 24 000 professionnels, 13 hôpitaux. Et comment, si on ne connaît pas quelqu'un, comment est-ce qu'on retrouve ce chemin comme un fil d'Ariane à l'intérieur de l'établissement? Je veux attraper tel type d'équipe clinique, tel type de savoir, tester dans tel type d'établissement. Eh bien, nous pouvons faire ce lien de cette mise en relation vers les bons acteurs. Donc, nous avons eu la chance d'être soutenus par notre établissement à hauteur d'un budget de 2,5 millions d'euros sur fonds propres. Alors, sur les 2,5 millions, 1 million d'euros étaient déjà dévolus à l'innovation, mais c'était l'innovation vraiment liée au dispositif médical, donc structurée par la direction de la recherche historique. Et donc là, on a quand même ajouté 1,5 million pour toutes les autres dimensions de l'innovation. Et nous animons un réseau de partenaires, donc internes et externes, sans lesquels on peut inventer seul, mais on ne peut pas innover seul. On est obligé d'être plusieurs et, si possible, le plus divers dans la compétence pour pouvoir innover. Et on nous a aussi donné comme mission une forte action de communication, que ce soit interne ou externe, pour diffuser cette culture de l'innovation et faire comprendre dans quel état d'esprit nous le faisons. Alors, cette diapo, pour expliquer comment on est passé d'une direction de la recherche clinique et de l'innovation, très traditionnelle qu'on trouve encore dans la plupart des CHU en France, qui, donc, comme son nom l'indiquait, faisait de la recherche clinique, en fait toujours, et de l'innovation liée à la recherche clinique, donc plutôt de l'innovation technologique, scientifique, médicale liée aux chercheurs. En France, ceux qui peuvent faire de la recherche, c'est les universitaires, et donc il n'y a que quelques catégories professionnelles qui sont éligibles à cela. Et donc, l'idée, c'est qu'en supprimant la DRCI et en créant d'un côté la direction de la recherche en santé et de l'autre côté la direction de l'innovation, on garde des zones de travail collectif extrêmement importantes. D'ailleurs, nous avons des équipes en commun, nous n'avons pas dissocié les équipes, nous avons continué à avoir un continuum. On a les chargés de valorisation, ils ont les juristes, ils travaillent ensemble toute la journée. Mais l'idée, c'est de faire passer le message que la direction de la recherche en santé, maintenant, fait toute la recherche en santé, donc y compris la recherche sur données, y compris la recherche en sciences humaines et sociales. La direction de l'innovation, elle, s'occupe de toute l'innovation, y compris l'innovation numérique et intelligence artificielle ou l'innovation organisationnelle et managériale. Et bien sûr, l'innovation nourrit la recherche et vice-versa. Alors, nous ne sommes pas les seuls acteurs, nous faisons avec bien d'autres acteurs, puisque, comme je l'ai dit, la direction de l'innovation, elle est juste là en facilitatrice. On est là pour structurer des process, pour faire en sorte que l'énergie des deux autres acteurs soit plus passée dans la réflexion et la mise en œuvre des projets et pas à essayer de trouver son chemin pour trouver les alliés. On est là pour les aider à monter ces communautés au service des projets. Donc, on arrive avec des processus structurés, une boîte à outils, dans un état d'esprit de pluridisciplinarité et d'innovation ouverte.
Alors, les partenaires, depuis qu'on a fait cette diapo, il y en a d'autres encore qui se sont ajoutés. Dès le départ, quand nous avons créé notre dispositif, on a dit on ne peut pas le faire seul. Donc, on a la ville, la métropole, l'université, un représentant des patients, bien sûr, le pôle de compétitivité, notre société de transfert de technologie et de valorisation, Pulsalis, la fondation des HCL. Je ne vais pas tous les dire, mais en tout cas, dans le système que nous avons créé, nous avons tout de suite impliqué les partenaires au point qu'ils sont là pour instruire et choisir les projets, y compris les projets qui sont purement internes, sont choisis et évalués avec le regard de partenaires externes. Alors, j'ai fait cette diapo un peu particulière sur la place spécifique qu'on souhaite donner. Alors, on commence, mais ça ne va faire que s'amplifier, donner donc aux patients et aux aidants, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même un axe stratégique différenciant de notre CHU. Alors, on s'est dit, mais si on fait avec et pas seulement pour les patients et les aidants, il faut leur donner de la place à tous les endroits. Donc, de la place dans la gouvernance de notre structure d'innovation, de notre stratégie. C'est pour ça que dans notre comité des innovateurs, nous avons un représentant des professionnels, enfin des patients pardon, et des aidants qui nous aident pour l'évaluation, la sélection et le suivi des projets lauréats. Nous avons aussi des patients et représentants des usagers dans la gouvernance de ce que nous appelons nos tiers-lieux ou nos plateformes d'innovation, puisque nous avons la direction de l'innovation qui fait office de guichet unique, innovation sous toutes ses formes, et nous avons aussi créé 4 tiers-lieux qui font office de guichet unique spécialisé, donc un sur la robotique, un sur l'innovation numérique, un sur l'impression 3D et puis un sur tout ce qui est base d'images pour entraînement et évaluation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, même philosophie de guichet unique interne et externe et aide à la constitution d'équipes projets autour de nos projets innovants, mais eux sont spécialisés, nous sommes transversaux. Et bien, dans la constitution de chacune des gouvernances de ces 4 tiers-lieux, les patients sont aussi présents. Alors, ils sont présents dans les gouvernances, ils sont présents dans les projets que nous menons, soit parce que les projets les concernent directement, soit tout dernièrement, là, on a la très grande satisfaction de voir émerger pour la première fois dans notre appel à projets internes, 2 projets dont les porteurs étaient des patients partenaires ou des proches aidants partenaires. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait un arrimage avec un professionnel des HCL, mais c'est la première fois qu'on voit émerger des projets qui ne sont pas portés par un médecin ou un cadre infirmier ou un administratif, mais l'idée vient vraiment et la proposition de valeur vient vraiment du patient partenaire ou de l'aidant partenaire qui se fait équipe avec un de nos professionnels pour pouvoir déposer et accéder au financement et à l'accompagnement. Et puis, nous avons une spécificité qui est que nous travaillons sur ce qu'on appelle l'évaluation des technologies de santé hospitalière ou bien Hospital Technology Assessment, parfois utiliser ce terme. Et donc, vous en parlerez cet après-midi avec nos équipes. Mais dans les derniers dossiers d'évaluation des technologies de santé hospitalière, on a voulu que la partie point de vue du patient soit pas faite en leur nom, mais faite vraiment avec eux. C'est ce qui nous a amené des réflexions très intéressantes sur la façon de créer les conditions pour que leur savoir expérientiel s'exprime de façon respectueuse et totalement pertinente, plutôt que de remplir le paragraphe à leur place, parce que ça va plus vite, c'est sûr, mais c'est quand même nettement moins intéressant. En termes de gouvernance, on a un système qui est relativement simple, puisque les 24 000 professionnels des HCL peuvent, parce qu'ils ont une adresse, déposer un projet à tout moment sur intranet, quelle que soit la maturité du projet. Nous le réceptionnons au niveau de la direction de l'innovation. Et puis, en fonction de la nature du projet, soit c'est facile, ça rentre facilement dans les cases. Alors, les cases sont les 5 cases qui sont là. On est parti du principe que tout ce qui était équipements médicaux innovants ou DM stériles, ça faisait 15 ans qu'on savait traiter ces projets, ça avait été structuré par la direction de la recherche. On n'a pas changé les choses, on a construit sur leur expérience et on a dupliqué en mettant en place une commission numérique et intelligence artificielle, une commission pour le 3D, puis une commission pour tout ce qui est innovation organisationnelle et managériale, des choses très pluridisciplinaires, où quand les projets rentrent clairement dans ces cases, les comités experts
prend le projet, l'évalue, discute avec le porteur. L'état d'esprit, c'est soit le projet est déjà suffisamment mûr et à ce moment-là, on va éventuellement proposer un financement, soit ça n'est pas encore le cas et on est là en réunion de concertation pluridisciplinaire pour bonifier le projet, poser des questions, faire des suggestions, mettre en relation et le projet peut ensuite être déposé autant de fois que nécessaire. Ce qui compte, c'est que globalement, on fasse monter la qualité de tous ces projets. Lorsque ça ne rentre pas clairement dans une des 5 cases, on passe directement à l'étape d'après, qui est le comité des innovateurs. Dans le comité des innovateurs, c'est vraiment le cœur du réacteur de notre politique en termes d'innovation. C'est là qu'on retrouve tous nos partenaires, mais il y a aussi 2 représentants de chacun des comités experts. Donc ça, c'est des internes, des professionnels internes. On a le directeur de la recherche et le vice-président médical de la recherche. Et puis, on a tous les partenaires externes que j'ai cités tout à l'heure, universités, régions, SAT, etc. Et donc, tous ensemble, on évalue les projets qui nous sont remontés des comités experts thématiques ou bien on réceptionne ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui, par nécessité, par nature, demandent de la pluridisciplinarité. Et c'est tous ensemble qu'on les classe dans une matrice très simple de valeurs et de faisabilité. On s'est inspiré pour ça de choses qui ont été faites ici. C'est normal parce que vous voyez bien qu'avec la diversité des projets, on est amené à classer des choux et des carottes entre un projet d'innovation managériale et un dispositif médical stérile. Comment est-ce qu'on arriverait à savoir ce qui a le plus de valeur pour l'établissement si on était sur des notes, sur des critères, etc. Et donc, c'est de façon toujours extrêmement collective qu'on arrive à des suggestions de soutien qui remonte ensuite à notre directoire. Et on n'a pas voulu avoir un appel à projet une fois par an. Et puis, si toi, tu arrives 15 jours après la clôture de l'appel à projet, bah, tu attends 11 mois et demi parce que c'est totalement antinomique avec la notion d'innovation. Donc, on peut déposer en permanence et il y aura un choix qui est fait 2 fois par an. On a des promotions alors c'est la diapo qui est juste ici. On dépose en permanence, on instruit au fur et à mesure. On est dans une démarche pas de coup près en disant t'es assez bon, t'es pas assez bon, mais en disant ton projet a de la valeur, il demande à mûrir, on t'accompagne, tu le redéposes autant de fois que tu veux. Et on fait un choix 2 fois par an. Donc la promo de juillet, la promo de décembre, on est content parce qu'il y a déjà des projets qui n'étaient pas jugés suffisamment mûrs au départ, qui ont été redéposés. Et donc, ça prouve que cet état d'esprit d'accompagnement plus que de jugement commence à bien être compris. Et donc, une fois qu'on a choisi nos promotions, qu'elles ont été validées par le directoire, on s'engage à les accompagner pendant 1 an et avec donc notre budget de 2,5 millions. Et là, on commence le suivi. Alors, sur le suivi, on a déterminé des protocole d'accompagnement de projets innovants assez classique, hein, avec la définition d'un master plan, avec des jalons, des livrables, des jalons qui sont déterminants, go, no go, d'autres qui le sont moins, qui permettent des décaissements. On a créé aussi nos propres outils un peu de gestion de projet, y compris informatique, puisque nous avons besoin de travailler avec des partenaires extérieurs. Donc, la sécurité du système d'information était une chose, mais la nécessité de travailler de façon collaborative en était une autre. Donc, on a aussi développé nos propres outils. Et donc, on fait des suivis très réguliers. Et au bout de 12 à 18 mois, eh bien, en fonction des résultats, soit le projet a atteint ses résultats ou ne les a pas atteints. Et une des choses les plus importantes, c'est qu'on les accompagne dans la recherche de pérennité, soit en devenant une nouvelle activité des Hospices civils de Lyon, soit en allant chercher des financements externes, soit en allant vers de la création d'entreprises, intrapreneuriat ou entrepreneuriat. Et d'ailleurs, depuis le mois d'octobre, nous avons organisé avec l'équipe de management de Lyon, l'EM Lyon, pour la première fois un processus d'accompagnement d'une promotion d'une dizaine de ce que nous appelons nos intrapreneurs, puisque, on l'a vu, l'innovation, c'est une invention qui trouve son marché. Donc, tous les projets n'ont pas vocation à trouver un marché au sens privé ou économique du terme, mais parmi ceux de certains de nos projets, soit ça effectivement peut donner lieu à la création de start-up ou à transfert vers une société existante, soit nous avons des équipes
notamment dans nos 4 tiers-lieux, des gens qui, au quotidien, vont être amenés à discuter avec des partenaires privés, grands ou petits. Et donc, nous avons pensé utile de les former à ce qu'est une analyse de marché, la création d'un plan d'affaires ou d'un plan de développement, la constitution d'une équipe au sens privé du terme, parce que ces compétences dont ne disposent pas en général les personnes qui travaillent dans un établissement de santé, dans un CHU, sont nécessaires quand on se lance dans un projet innovant qui a vocation un jour à trouver son marché. Et donc, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que il y a plein de façons d'investir dans l'innovation. On peut investir sur les projets. Donc ça, c'est notre budget de 2,5 millions. Finalement, c'est presque le plus simple. Mais on peut investir sur les porteurs de projets, les former, leur montrer qu'on est là pour développer leurs compétences parce qu'on croit en ce qu'ils nous apportent. Et même, ce sont des compétences qui ne seront pas peut-être immédiatement utilisables dans leur job de tous les jours. C'est quand même un développement de compétences qui est bénéfique pour eux individuellement, mais pour la communauté des HCL, pour toutes les équipes, pour les soignants, pour les aidants. Et puis, le troisième volet, mais on n'en est pas encore là, c'est qu'on aimerait pouvoir investir dans l'innovation en donnant à ces personnes du temps pour le faire. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent ou d'être formé. Quand vous êtes 100% employé pour faire votre travail de tous les jours, si officiellement on ne vous dégage pas de temps pour le faire, vous le faites la nuit et le week-end. Et aujourd'hui, je confère ce que disait Fabrice Brunet tout à l'heure, le bonheur, et il est pluridisciplinaire, l'articulation vie privée, vie professionnelle. Je veux dire, c'est quand même mieux si on peut donner les conditions de l'épanouissement sans rogner sur les heures de sommeil. Voilà, donc on n'a pas encore craqué cette nouvelle étape, mais ça en fait partie. Juste quelques exemples qui viennent de notre appel à projet innovant, le 1, le 2, le 3. Vous verrez, on est sur de la formation de toute une équipe médico-soignante administrative à des démarches de design thinking, d'intelligence collective pour que dorénavant tout le monde réfléchisse comme ça, on leur crée une salle de créativité et qu'ensuite ça essaime. Donc on va tester pour voir si ça fonctionne. Sur un équipement innovant, innovation de rupture. On a aussi investi sur le fait qu'on puisse analyser par intelligence artificielle tous les verbatims qui ne sont pas des questions fermées, toutes les réponses aux questions ouvertes de nos patients qui, sans l'aide de l'intelligence artificielle, sont extrêmement difficiles à analyser. Et donc là, c'est un des projets portés notamment par la direction qualité usagers santé populationnelle. Je mets un petit encart rouge sur tout ce qui concerne plus particulièrement les patients, bien sûr. On ne fait pas de l'innovation qu'avec nos projets internes, on le fait avec tous nos partenaires. Donc, nous avons un appel à projet de longue date avec le pôle de compétitivité. J'ai mis là un seul des lauréats, avec la fondation HCL qui viennent nous aider à financer très en avance de phase les preuves de concept, puisqu'ils nous aident à financer plus tôt pour que nous, ultérieurement, on arrive à récupérer des innovations qui sont plus proches de l'expérimentation dans nos établissements. Avec la métropole de Lyon, nous avons lancé un appel à projet innovation et handicap, dont la condition d'éligibilité est d'intégrer du partenariat patient, de la pérédance, sinon le projet n'est tout simplement pas éligible. Et puis avec Pulsalis, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt récent pour essayer de repérer le plus tôt possible les projets dans toute leur diversité qui pourraient nous aider collectivement à inventer l'hôpital de demain. Alors, officiellement, je ne peux pas parler de la dernière promotion puisqu'elle sera validée que la semaine prochaine. Mais en tout cas, sur les 3 premières promotions, on nous a soumis 80 projets internes et puis on a sélectionné 31 lauréats. Chaque semestre, on continue à avoir entre 15 et 20 nouveaux projets très diversifiés qui nous sont soumis. Donc, ça montre la vitalité. Et donc, 2,5 millions d'euros. Mais c'est ce que je disais, même si je ne peux pas donner officiellement les chiffres, là, tout récemment, nous avons maintenant déposé des projets qui sont déposés par les patients partenaires ou les aidants partenaires. Et ça, je pense que c'est un signe extrêmement positif et on espère que demain, ça représentera une partie tout à fait significative des projets soumis. Là, ce sont des liens qui vous permettront d'aller voir le détail un petit peu des projets. Un détail aussi de nos plateformes transversales ou tiers-lieux. Donc, un sur l'impression 3D qui implique beaucoup les patients puisque nous faisons des aides techniques en impression 3D pour les patients vivant avec un handicap qui sont hospitalisés chez nous. Et donc, nous allons, là où ils sont hospitalisés, faire en direct avec eux, sur mesure,
le prototypage, les aides techniques qui seront les leurs. Et nous faisons aussi des ateliers d'initiation à l'impression 3D pour nos patients ados, pré-ados qui sont hospitalisés durablement pour les initier au métier de l'ingénieur. Ça fait aussi partie de notre mission de transmission. Et nous avons donc deux laboratoires vivants, Living Lab, un sur l'innovation robotique et l'autre sur l'innovation numérique. Et donc, comme je le disais, dans la gouvernance de ces tiers-lieux ou dans les projets, nous avons forcément des patients impliqués, pas seulement dans les projets, mais aussi dans la définition de la stratégie de nos tiers-lieux. Voilà, je pense que on est encore au tout début de la structuration du soutien à l'innovation dans notre établissement. Ça fait 18 mois. On essaye dès le départ d'y inclure toutes les valeurs auxquelles on croit, tout ce qui fait notre ADN. Et en premier lieu, l'implication du patient, des aidants, dans toute la diversité des rôles qu'ils peuvent avoir envie de mener à nos côtés, en s'assurant toujours de leur laisser, de créer les conditions qui font que leur expression est bénéfique pour l'ensemble des partenaires du système. Et donc, je suis disponible pour répondre à vos éventuelles questions, même si il nous reste encore beaucoup de choses à faire, et notamment à évaluer la valeur qu'on crée. Mais voilà, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à essayer de mettre tout ça en place et à partager avec vous.